Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Dialogue politique en Libye. De nouveaux pourparlers ont été entamés ce lundi à Tunis. Objectif avancé dans la mise en œuvre de l'accord interlibyen signé fin 2015. Polémique autour du projet de loi électoral au Mali. Certains partis politiques estiment qu'il traduit une volonté délibérée de verrouiller le pouvoir aux potentiels prétendants à la présidentielle. Et puis, 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Retour dans cette édition sur le match Niger-Burundi qui s'est déroulé ce dimanche à Niamey. Mais tout d'abord, des affrontements ont eu lieu ce lundi entre forces armées de la République démocratique du Congo et miliciens Mai Mai Mazembe. Des combats qui font suite à l'attaque d'une position de l'armée par la milice ce dimanche 4 septembre à Katekou dans le nord Kivu. Suite à ces affrontements, 2 civils ont perdu la vie. Toutefois, selon les responsables militaires de cette région, la situation serait sous contrôle de l'armée. Je vous le disais en titre, les membres du dialogue politique libyen se sont de nouveau réunis ce lundi 5 septembre à Tunis, capitale de la Tunisie, sous l'égide des Nations Unies. Les parties prenantes de cette rencontre dont le gouvernement d'union se sont concertés autour des derniers développements en Libye. Les précisions de Olivia Hieré-Dobré. Sortir la Libye de la crise politico-sécuritaire qui sévit depuis 2011. Tel est l'objectif de cette réunion de 2 jours, placée sous l'égide de l'ONU et entamée ce lundi 5 septembre 2016 par les membres du processus du dialogue politique en Libye. Cette réunion vise à aboutir à des solutions urgentes au climat étouffant auquel le pays fait face. La nation et l'État ont besoin de positions sérieuses, de pas concrets soit de la part du Conseil présidentiel, soit des entités qui en découlent. Ces pourparlers interlibyens qui se déroulent à Tunis, capitale tunisienne, interviennent alors que les forces du gouvernement d'union nationale peinent encore à libérer la ville de Sirte des mains du groupe État islamique. Là, il y a seulement des opérations maintenant de nettoyage, mais il faut dire que les jeunes recrues libyennes du gouvernement, c'est pas des forces qui sont énormément entraînées, mais ils sont décidés et il s'agit de mettre la main quand même sur 1 600 000 barils le jour de pétrole que la Libye se remettra à exporter à partir du port de Sirte quand toute la région sera entre les mains de la sécurité libyenne. Il n'y a pas de doute sur l'issue définitive de la chose. Le gouvernement d'union nationale a été formé par le Premier ministre Fayez al-Sarraj après l'accord interlibyen signé en décembre 2015 au Maroc. Depuis sa mise en œuvre, cet accord stagne en raison de la rivalité politique qui oppose le GNA aux forces du général Khalifa Haftar basé dans l'est de Tripoli. Des représentants de ce dernier prennent également part aux consultations de 2 jours à Tunis. Également dans l'actualité, au Mali, le projet de loi portant modification du code électoral fait polémique. L'opposition dénonce un verrouillage du scrutin et entend faire barrage à son adoption par ses députés au Parlement. Les précisions dans ce reportage de Mokhtar Bari, correspondant au Mali. Le 15 juin 2016, sur proposition du ministre de l'administration territoriale, le Conseil des ministres adoptait le projet de loi portant modification du code électoral. Cette loi, si elle venait à être adoptée, verrait la caution à l'élection présidentielle passer de 10 à 35 millions de francs CFA. Les parrainages de la candidature qui était de 10 députés ou 5 conseillers communaux passe à 15 députés et 10 conseillers nationaux. Dans cette configuration, outre les partis au pouvoir, 2 partis remplissent ces conditions. Il s'agit du parti ADEMA de la mouvance présidentielle et de l'URD de Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition. Nous avons été surpris à l'opposition de découvrir ce projet de loi parce que nous nous attendions, après notre rencontre avec le ministre de l'administration territoriale, à ce qu'il y ait un débat et une consultation, en tout cas un échange entre les partis politiques et le ministère. Nous avons été surpris, mais nous avons surtout été surpris du contenu. D'abord, il y a des aspects politiques nouveaux qu'on devrait discuter, tels que le parrainage. Aujourd'hui, dans ce projet de loi, il y a l'exclusion réelle de beaucoup de responsables politiques. Je crois que ceci n'est pas acceptable. Ce projet de loi, à 2 ans des élections présidentielles, ne laisse pas les acteurs politiques indifférents. Si dans la majorité présidentielle des pistes sont proposées, l'opposition, elle s'organise pour dénoncer ces projets.
Au cours d'une rencontre organisée samedi, l'opposition politique entend faire barrage à l'adoption de cette loi à l'Assemblée nationale. Elle dit n'avoir pas été consultée dans l'élaboration du projet de loi jusqu'à son adoption par le Conseil des ministres. Il ne faut pas se précipiter, il faut prendre le temps, mais il faut surtout que ça se passe de manière consensuelle. C'est ce consensus qui est absolument nécessaire et qui est consubstantiel à la démocratie et qu'il faudrait, je pense, adopter. Cette loi, ce n'est pas le moment de la voter. Nous avons le pouvoir. Si nous l'avons voté, Ibeka n'allait pas être président de la République en ce moment parce qu'il n'avait que 9 députés à l'époque. Le chef de file de l'opposition a rencontré le chef de l'aménagement et le ministre de l'administration territoriale samedi. Une autre rencontre avec le ministre de l'administration territoriale nouvellement nommé et l'aménagement est prévue ce mardi. L'opposition appelle le gouvernement à l'organisation d'une concertation nationale pour la réconciliation. En Zambie, malgré la contestation, le président Edgar Lungu va prêter serment. Ce lundi, la Cour constitutionnelle a validé sa réélection à la présidentielle du 11 août dernier. Le recours pour fraude de son rival Hakainde Hichilema n'a pas été examiné. Selon la Cour constitutionnelle, le délai de dépôt des recours est dépassé. 234 hectares, c'est le nombre de caféiers créés en 4 ans au Cameroun. Une réalisation rendue possible grâce au programme New Generation, un projet mis en place par le Conseil interprofessionnel du cacao et du café avec comme objectif redynamiser la production caféière en baisse. Berama Saunera nous en dit plus. Au Cameroun, 234 hectares de caféiers ont été aménagés dans le cadre du programme New Generation. Lancé en 2012 par le Conseil interprofessionnel du cacao et du café, ce projet a pour objectif de rajeunir les vergers cacao-café dans le pays. Il vise aussi à inciter les jeunes producteurs à s'intéresser à la production du café au Cameroun. Cependant, l'obtention des terres cultivables pose souvent problème. La stratégie de New Generation étant axée autour, la cible étant les jeunes, ces jeunes n'ont pas de terre. Du moment où les jeunes n'ont pas de terre, ils vont s'appuyer sur ce que les parents ont. Or, tous ces jeunes qui sont issus de 2, 3, 4 lignes, chapeautés par un seul monsieur, ont désormais 2 ou 3 hectares à partager, alors qu'ils sont 5, 6, 7. Vous voyez, donc les espaces occupés par chacun des jeunes vont davantage se rapetir. Donc l'objectif d'avoir en l'espace de 4 ans, par 5, la production est extrêmement irréaliste. Le Cameroun a produit 23 865 tonnes de café au cours de la campagne 2014-2015, ce qui représente une baisse de plus de 27% comparé aux 32 800 tonnes produites au cours de la campagne 2013-2014. Les experts estiment que l'accent devrait être mis sur les infrastructures agricoles et routières pour améliorer la production du café au Cameroun. La production caféière du Cameroun avait chuté de pratiquement 30-40% simplement parce que les voies d'accès aux champs pour pouvoir enlever la production existante qui était là, n'avait pas été aménagée et on était passé de 35 000 tonnes à près de 17 000 tonnes. En anglais, on dit route to farm market, c'est-à-dire les routes qui partent du champ pour le marché. Si on n'a pas ces routes-là, avec des ponceaux ou des petits ponts qui vont jalonner ces routes-là, on va faire donc une agriculture extrêmement productive, mais l'Ivatry maintenant va devenir la croix et la bannière et in fine donc le résultat ne sera pas atteint. Dans le cadre du plan de relance des filières cacao-café, le Cameroun souhaite atteindre une production de café de 150 000 tonnes pour le café Robusta et 35 000 tonnes pour le café Arabica à l'horizon 2020. Pour beaucoup, les nouvelles plantations créées dans le cadre du projet New Generation devront contribuer à l'atteinte de ces objectifs fixés par le gouvernement et les opérateurs de la filière en matière de production caféière. À la page sport, 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Déjà éliminé pour la compétition, le Niger a sauvé l'honneur. Ce dimanche 4 septembre, le MENA s'est assuré les 3 points en battant les Hirondelles du Burundi 3-1 au stade général Seydi Kounché de Niamey. Retour sur cette rencontre avec Sado Alizé Mouktar, correspondant au Niger. Déjà hors course pour la qualification à la CAN 2017, le Niger et le Burundi se sont retrouvés ce dimanche au stade général Seydi Kounché à Niamey pour le dernier match des éliminatoires. Victorien Adebayor, l'attaquant du Niger, ouvre le score dès la 8e minute de jeu, avant que Moussa Mazou Ouo ne double la mise à la 16e minute, 2-0 à la pause. Au retour des vestiaires, les offensives se multiplient des deux côtés mais sans concrétisation. En fin de rencontre,
Les poulains de René Wilfield vont alors tenter de réagir et marquent à la 91e minute. Dans l'ultime minute du match, à la 94e minute, les joueurs du MENA vont frapper à nouveau par l'entremise du défenseur Kofi Dankwa. 3-1 à la fin du temps réglementaire. On a perdu le match, on est venu tout juste avec un effectif qui n'était pas, même on était à 14. Mais je dirais qu'on a eu des problèmes avec notre capitaine qui venait de Qatar, il n'a pas pu prendre l'avion. Il y a aussi les 2 joueurs qui venaient de la Tanzanie qui ont retourné à partir de Addis. Mais quand même, je félicite mon équipe, je félicite l'équipe de Niger. On a fait un bon match. Et seulement on a perdu 3-1. On a essayé de jouer, on a circulé le ballon. Mais la chance aujourd'hui n'était pas pour nous. On a eu des occasions qu'on n'a pas pu concrétiser. Le Sénégal, le premier du groupe avec 18 points, se qualifie pour la CAN 2017. La Namibie, le Burundi et le Niger terminent avec 6 points chacun. Malgré sa belle victoire, le MENA du Niger termine à la dernière place du groupe. Mais on avait en face une équipe vraiment vaillante. Vous avez vu que l'équipe de Burundi n'est pas allée battre la Namibie par hasard. Ils ont battu la Namibie chez eux à 3-0, 3-1. Donc c'est une équipe très vaillante qui joue au ballon. Nous, il fallait absolument sauver l'honneur parce qu'on venait de 3 défaites. Il était impossible de perdre le 4e match. Donc vraiment, on ne pouvait pas trop demander aux joueurs, sinon la victoire. Notre équipe, c'est une équipe de futur. Il faut travailler. Il y a beaucoup de jeunes, comme j'ai dit, comme le jeune Diori, comme le Méné David qui monte qui pointe comme Balé. Il y a beaucoup de joueurs ici. Donc l'objectif, c'est de vraiment définir le cadre de travail et de dans ce cas-là, en ce moment, je serai toujours là pour défendre les couleurs du MENA. La phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN Gabon 2017 est prévue du 14 janvier au 5 février 2017. Et c'est ainsi que s'achève ce journal réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.